quoi ce tuyau là? C'est l'alimentation en eau du village où on est passé avant. Tu verras plus loin, il y a un petit barrage où le tuyau capte l'eau du ruisseau. Alors les gens boivent cette eau? Oui, après ils en buvaient parce que maintenant c'est fini, ils ont arrêté le captage. Ils disaient ils ne captent plus. Pourquoi? Parce que cette eau a été polluée. Les eaux de pluie se chargent d'acide carbonique en traversant l'atmosphère et au contact des végétaux. Elles s'infiltrent ensuite dans les innombrables fissures des roches calcaires qu'elles élargissent peu à peu par corrosion chimique. Dans la nature, à la surface du sol, le résultat de ce lent travail des eaux est bien visible, tel ce lapiaz de montagne, formé de profonds sillons creusés dans la masse et correspondant aux fissures originelles. Pour former cette doline, les eaux ont dissous et entraîné les matériaux du sol dans une fissure centrale. Les gouffres et les grottes constituent les seuls accès possibles vers le milieu souterrain. Certains de ces orifices reçoivent de véritables cours d'eau qui disparaissent totalement. Ce sont les pertes. Dans le milieu souterrain, les eaux ont creusé au fur et à mesure de leur enfouissement un important réseau de galeries. Les nombreuses fissures des calcaires forment, lorsqu'elles sont noyées, d'importants réservoirs. Les rivières souterraines collectent les eaux pour les conduire aux résurgences. Une région qui présente ces caractères est appelée un karst, du nom allemand d'un plateau yougoslave où ces phénomènes abondent. Dans un karst, les eaux circulent presque intégralement dans des fissures élargies, formant parfois de larges galeries que l'homme peut visiter. L'eau ne subit de ce fait, dans ces conduits, aucune filtration. Le milieu karstique est donc très sensible aux pollutions. Le monde souterrain demeure encore l'un des rares endroits de notre vieille terre, avec le domaine sous-marin, où l'homme est loin d'avoir tout exploré.
grâce à une évolution des matériels et des techniques, les spéléologues poussent aujourd'hui leurs investigations loin dans les massifs calcaires. Entraînés par leur soif de l'aventure, ils permettent de connaître beaucoup mieux que dans le passé le monde souterrain. Les tronçons de galeries noyées ou siphons sont aujourd'hui franchissables en plongée à l'aide de matériel adapté. Ces vastes conduits noyés illustrent bien l'importance en volume des eaux souterraines, et il faut savoir que les eaux des galeries explorées ne représentent qu'à peine 1/1000 du total des réserves contenues dans les fissures de la roche. Les eaux souterraines réapparaissent à l'air libre dans les vallées où elles alimentent de nombreuses sources, origines de nos rivières. Les massifs calcaires sont assez bien répartis à la surface du globe. En France, les zones karstiques représentent une importante partie du territoire national. L'augmentation constante de la consommation d'eau a créé depuis quelques années une pollution trop importante pour être acceptée par le milieu naturel. La consommation d'eau par habitant double tous les 15 ans. La situation a encore été aggravée ces dernières années par la réalisation de tout à l'égout dans les agglomérations. Les eaux résiduaires, autrefois dispersées, sont aujourd'hui concentrées et dirigées vers les pertes. Aux effluents d'origine ménagère s'ajoutent les rejets industriels chimiques et, notamment en Franche-Comté, ceux des laiteries-fromageries. Les cavités du sol servent bien souvent de décharge. Celle-ci reçoit à la fois toutes les ordures d'une petite ville et les purins d'une porcherie. À ces pollutions s'ajoutent celles moins visibles, mais aussi graves, liées à l'utilisation par l'agriculture
de nombreux produits chimiques, en grande partie entraînés dans le milieu souterrain. La pratique de la spéléologie apporte parfois de bien désagréables surprises. Voici le gouffre de Jardel, près de Pontarlier, avec ses 125 mètres de verticale pure que les techniques modernes d'exploration permettent de visiter sans trop de difficultés. Au fond du gouffre passe une rivière souterraine qui rejoint la source de la Loue. Ces eaux s'écoulent sur des milliers de tonnes d'obus, jetées là par inconscience entre les deux guerres mondiales. Cette énorme masse d'explosifs ne risque-t-elle pas un jour de provoquer une importante pollution chimique des eaux de la célèbre source, d'ailleurs captée? Cette funeste négligence des responsables de l'époque fait planer encore aujourd'hui cette menace. Les gouffres ne servent que rarement de dépôt d'explosifs. Ils reçoivent beaucoup plus souvent, malgré les lois, des charognes d'animaux morts de maladie et des ordures. Dans les rivières souterraines, si limpides encore il y a une décennie, les spéléologues constatent avec effroi un envahissement progressif par la pollution. Ce diagramme résume les principales agressions dont les eaux souterraines du karst sont victimes. Égouts, fromagerie, porcherie, rejets industriels, puits perdus, décharges, charniers, épandage agricole, stations d'épuration défectueuses. Au-delà de cette pollution souterraine, ce sont nos rivières et nos ressources en eau qui sont menacées. Les montagnes de détritus agressent directement le milieu souterrain. On peut s'interroger longuement sur l'inconscience de l'homme quant aux conséquences de ses actes. Le spéléologue, le plus souvent amoureux de la beauté qu'offrent les paysages souterrains, ne peut que crier son indignation devant les atteintes qu'on leur porte. La loi interdit le jet de cadavres d'animaux dans les gouffres. Un directeur de laboratoire vétérinaire le confirme. Théoriquement, l'enlèvement des cadavres est obligatoire à partir de 45 kg par les carisseurs. Au-delà de 45 kg, ça doit être enterré et avec de la chaux vive par-dessus. C'est donc ce qui théoriquement se fait. Si ça ne se fait pas, ça se fait donc clandestinement. Alors il y a eu quelques cas où les bouchers, au lieu de se débarrasser de leurs déchets de boucherie auprès des carisseurs, repèrent une lésine facilement accessible et ils baignent tous leurs trucs dans la lésine, quoi. Ça c'est le boucher, c'est le cadavre qui est inaccessible à l'écarisseur quand il vient et qu'on lui dit « Oh ben, il est au confin des communaux là-bas », il n'a pas du tout envie d'aller la chercher. Souvent, quand on tire dessus, la pâte vient mais le reste ne vient plus parce qu'elle est morte depuis 8 jours. Ou bien ça reste sur place, ou bien l'agriculteur vient avec le tracteur qui la pousse dans un trou. Oui, ben, je me souviens que pour le charnier qui avait été dans les environs de Lons, la personne avait pu être retrouvée et puis avait dû être poursuivie.
Seulement, quand on voit les sanctions que la justice juge bon d'infliger ensuite aux contrevenants, on se dit que c'est un peu désespérant à tout point de vue. Parce que le préjudice est grave pour l'ensemble de la population, et en fait, il n'y a pas de sanction de prise en proportion du préjudice. Rejets résiduaires dans les pertes, décharges dans les cavités du sol, pollution chimique, jets de charognes contagieuses. On asphyxie les eaux souterraines et par-delà nos sources. Parfois, l'abondance des boues résiduaires et des déchets amenés par les eaux d'égout provoque l'obstruction des pertes, ce qui ralentit partiellement la pollution. Mais des responsables éclairés ne tardent pas à faire réouvrir la perte à la pelle mécanique, facilitant ainsi l'écoulement des matières nocives. Et là où les pertes n'existent pas, l'homme en a creusé d'artificiels, comme ce forage profond qui témoigne que la technique n'est pas toujours utilisée aux meilleures fins. L'industrie laitière, représentée par les fromageries, constitue une importante source de pollution par les rejets de grandes quantités de sérum et d'eau résiduaire de lavage. Ces effluents très acides sont le plus souvent rejetés dans les pertes sans aucune épuration préalable. Malgré les lois, ces pratiques sont devenues monnaie courante et les déversements se multiplient. La police des eaux est peu ou pas assurée. Trop d'administrations différentes en sont chargées. Certaines dans ce domaine sont même, curieusement, juges et parties. Pour les explorateurs de rivières souterraines, la pollution est maintenant trop souvent au rendez-vous. La progression dans une eau noire et puante incite à la méditation. Dommage que tout le monde ne puisse s'y tremper. À coup sûr, une prise de conscience générale s'ensuivrait. Parfois, l'eau grasse, chargée de matière organique, n'est plus qu'un véritable bouillon de culture. Plongé dans les déjections de notre société moderne, on peut s'interroger longuement sur son hypocrisie. Trop avide de propreté, elle ne fait en fin de compte que déplacer ses saletés et les rejeter dans le milieu naturel, quitte à contaminer définitivement les sources où elles s'abreuvent. Il est dur de lutter contre les vieilles habitudes et l'indifférence. Ainsi l'exemple du gouffre de Lucelle, dans le Jura alsacien. Cette cavité a très longtemps servi de décharge. En laissant faire, on serait d'ailleurs allé vers son comblement définitif.
malgré diverses interventions des spéléologues auprès des responsables tant locaux que départementaux, aucune mesure ne fut prise. Les spéléos avaient cependant proposé leurs services pour protéger l'orifice. Et pourtant, toutes ces ordures contribuaient à polluer par leurs infiltrations un captage situé à quelques kilomètres de là, en territoire suisse. Seule l'intervention des autorités helvétiques, il y a 10 ans, a conduit à la mise en place d'une protection interdisant les rejets. 10 ans après l'arrêt des déversements, la masse d'ordures est loin d'être résorbée. Elle contribuera encore longtemps à polluer. Les spéléologues ont, dans la lutte contre la pollution, un rôle essentiel à jouer. Jusqu'en 1979, le gouffre d'Orcheval, dans le département du Doubs, n'était qu'un cimetière de voitures doublé d'une décharge d'ordures. Grâce à une intervention de la Commission permanente d'études et de protection des eaux souterraines et des cavernes auprès de la préfecture et des services de l'environnement, une opération de nettoyage est montée. Les pompiers du village proche et les spéléologues collaborent étroitement 2 jours durant pour effectuer ce travail. Ainsi, entre autres, 44 épaves de véhicules automobiles ont été remontées. Les spéléologues sont les seuls témoins de la pollution grandissante des eaux souterraines. De même que les pêcheurs se placent en protecteurs des cours d'eau de surface, ils ont, par leur activité originale, le devoir de veiller à la sauvegarde des eaux du sous-sol. Les prélèvements d'échantillons dans le milieu permettent d'effectuer des analyses et des dosages qui donnent une idée précise de la pollution à un moment donné et des renseignements sur sa nature et ses origines. Il est plus facile de supprimer une décharge que de faire épurer avant rejet les effluents d'une localité. C'est cependant ce à quoi s'emploient certains spéléologues en adressant aux autorités
des dossiers précis. Ainsi, en Haute-Saône, ce ruisseau qui n'est plus qu'un écoulement putride, formé d'un mélange d'eau usée domestique, de matière organique, de sérum de fromagerie, de purin et d'hydrocarbures, disparaît dans une grotte goule. Surmontant leur dégoût, des spéléologues entrent dans la cavité. La pollution est si importante que l'équipe devra rebrousser chemin au bout de quelques dizaines de mètres. Une coloration des eaux à l'aide de fluorescéine va permettre de rechercher parmi les sources de la contrée les résurgences de ces eaux. Un seul kilo de ce colorant inoffensif peut teinter en vert plus de 20 000 mètres cubes d'eau. Quatre jours plus tard, le colorant ressort à la source de la Filène, importante rivière située à 3 km de distance de la perte des égouts. La fluorescéine réapparaît également dans un captage intercommunal. Là, un préleveur automatique d'échantillons avait été placé. L'analyse confirmera la présence de fluorescéine. Face à la contamination des sources captées, l'absence de réaction est souvent désarmante. Les gens s'accommodent de la pollution avec fatalisme. La lutte pour la protection des eaux passe d'abord par la construction d'installations de traitement efficaces. Il ne devrait pas y avoir de rejet sans épuration préalable. Beaucoup de stations d'épuration fonctionnent mal. La cause en est souvent l'existence d'un mauvais réseau d'égouts qui recueille à la fois eau usée et pluviale. En plaçant 2 tuyaux au lieu d'un seul, on peut recueillir séparément eau polluée et eau pluviale propre. Seules les eaux résiduaires sont conduites à la station d'épuration qui reçoit un effluent moins volumineux, plus régulier et plus facilement traitable. Dans les stations d'épuration classiques, on oxyde les matières organiques pour les transformer en nitrate et phosphate. Les microbes ne sont pas éliminés. Le rejet de ces eaux dans le milieu souterrain, comme dans ce puits perdu d'une station d'épuration en construction, est une solution à bannir. Dès leur résurgence, ces eaux riches en engrais que sont les nitrates et les phosphates provoquent une croissance exubérante des algues qui envahissent le lit des cours d'eau. Un biologiste évoque ces problèmes. Alors la lumière, les végétaux se développent,
la photosynthèse, et c'est ces végétaux-là qui sont responsables de l'auto-épuration. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop, alors ça fait une sorte de pollution différée. C'est-à-dire qu'à la fin de leur cycle, ces végétaux, ils vont pourrir, ils vont se décomposer sur le fond, et puis ça va redonner une sorte de pollution organique. Ce phénomène, appelé eutrophisation, provoque une diminution de l'oxygène de l'eau et une régression de la faune aquatique. Et puis, le deuxième phénomène, c'est plus grave, cette fois-ci, c'est-à-dire que les espèces sensibles vont disparaître, elles vont s'en aller. Soit coloniser d'autres ruisseaux, soit disparaître complètement du secteur. Et ça, on l'a constaté. On l'a constaté récemment sur la Haute-Loup, là dans le secteur des gorges de Nouaille, où on a fait des prélèvements au cours de l'année 78 et en 79, où on a constaté la disparition de 3 espèces d'insectes plécoptères qui sont des espèces sensibles à la pollution. Toutes les résurgences du bassin du Doubs, elles sont en péril vis-à-vis de ce phénomène de pollution, qu'elles soient de grande ou de petite dimension, elles n'échappent pas à la règle. Cette eutrophisation peut être limitée par l'installation de lagunages, étangs plantés de végétaux sélectionnés qui éliminent les nitrates et phosphates en excès. Le lagunage a aussi pour avantage de permettre aux ultraviolets solaires de désinfecter en grande partie les effluents. La lutte contre la pollution est nécessaire pour protéger les sources et les rivières, mais aussi les captages où nous puisons l'eau indispensable à la vie. La pollution souterraine a parfois de graves conséquences. Ainsi, à Belle-Herbe, dans le Doubs, pour rechercher l'origine de 2 épidémies d'hépatite virale suspectes, la commission permanente effectue en 1979 la coloration de la perte des eaux partiellement épurées et rejetées par la station d'épuration. Celle-ci, de type classique, n'élimine pas les germes infectieux pathogènes. 3 heures plus tard, le colorant réapparaît dans le captage du village. Bien que des responsables locaux aient tout fait pour cacher la vérité, celle-ci apparaissait au grand jour 5 heures plus tard au robinet des consommateurs. Outre les eaux provenant des sources captées, celles des nappes profondes peuvent être recherchées et puisées par forage. Une nappe karstique peut également être gravement contaminée par la pollution. Les conséquences de la contamination des eaux de consommation sont évidentes. Plus de 150 cas d'hépatite virale déclarés par le médecin d'un village. Vous avez eu combien de cas au total? Moi personnellement j'en ai déclaré 150, mais il y en a probablement eu plus parce que je crois que ça correspond à une épidémie assez importante parce que d'après les chiffres nationaux, elle serait supérieure de près de 50% à la moyenne nationale. Les analyses de cette source donnaient quel résultat? Les analyses ont montré que l'eau n'était pas potable depuis plusieurs mois. Du point de vue bactériologique, j'ai vu plusieurs résultats d'examen qui montraient une grande pollution en germes vraisemblablement d'origine fécale, des streptocoques fécaux, des colibacilles en grande quantité. Et actuellement, est-ce que vous avez encore des problèmes au niveau de l'eau? De temps en temps, oui. Quand on a des périodes de reprise de la pluie, avec une période de trouble, moi je sais qu'à ces moments-là, je conseille aux gens de ne pas consommer cette eau-là, mais enfin, on ne peut pas... J'ai remarqué, depuis que je fais un petit peu attention à ces problèmes-là, que chaque fois qu'il y a une période un petit peu sèche, qui est suivie par quelques jours de pluie, on a des problèmes au niveau de la population, en particulier des diarrhées, des gastroentérites, des choses comme ça. Moi personnellement, j'ai pas eu de typhoïde dans le coin, non.
J'en ai toujours eu peur, mais jusqu'à présent, l'hépatite virale, bon, ben, ça, il n'y a pas de problème. C'est la plus fréquente. Oui, c'est la plus fréquente. Shigellose, dysenterie bacillaire, oui, sûrement. Brucellose, on en voit de temps en temps. Cysticercose, ça, on en voit de temps en temps. Ascaridiose oxyrose, beaucoup. Mycose, oui. Dans une pisciculture située près de Saint-Hippolyte dans le Doubs, 20 tonnes de truites ont été brusquement foudroyées en 1974 par l'apparition brutale dans une source de cyanure provenant d'industries établies sur le plateau. La mort de ces poissons déclencha l'alerte auprès des stations de pompage en aval de la rivière. Quelle catastrophe si le captage de maté qui alimente la région de Montbéliard avait été atteint. 20 tonnes. Mais toute la pisciculture a été Ah fichue, oui, quoi. oui. Mais ça, c'était du cyanure Ah oui. qui venait depuis Oui, ça, depuis Mèche, quoi. les usines d'horlogerie de Mèche, oui. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils ont déclenché le plat hors sec. Ah, quand même. Pas pour nous. Ouais. Et comme le Dessoubre était repompé pour la région de Montbéliard à Maté, alors c'est ça qui a pu multiplier le machin, c'est pas pour nous. Mais dis-toi, il y en aurait combien là qui auraient réussi le... Hein? Tu as eu des morts là sur les... Ils auraient fait le grand. Non mais des cas de pompage qui sont comme ça, une commune déverse sa merde, puis l'autre la pompe en bas pour la remonter. Comme ça, ils sont au moins sûrs de boire la merde de leur voisin, même s'ils ne l'aiment pas. C'est très sûr quand même, ça touche très peu de gens. Oui, mais il faut qu'il y ait 200-300 bonhommes qui soient sur des lits. Et là, on commence de s'émouvoir, mais jusque-là, il n'y a rien du tout. Et encore, jusqu'à ce stade-là, on ne bouge pas tellement encore. Ouais. Et puis, comme disait le juge d'instruction, qui dit, eh ben, il se croit encore au Moyen-Âge, on sert de la saloperie, mais il y a un trou, on bourre tout dedans. Dans ce cas d'empoisonnement par du cyanure, la justice est bien lente, 6 ans après, et n'a pas encore rendu son jugement. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte éminemment critiquable, que les eaux souterraines subissent tant d'affronts, souvent incompréhensibles, lorsqu'ils ont pour origine des responsables dits compétents. Pourtant, les eaux souterraines du Karst représentent dans les régions calcaires l'essentiel de l'alimentation en eau de consommation. Port-sur-Saône, petite ville de Haute-Saône, possédait jusqu'à ces dernières années une source captée très abondante et potable. On n'a rien trouvé de mieux que d'installer au-dessus une usine de retraitement des sérums de laiterie, la Sika Sérum, et cela malgré l'opposition de la population. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Le maire de Port-sur-Saône raconte. Voilà le bazar. Voyez là-haut, derrière les arbres. C'est la Sika-Sérum? Eh oui. Et puis voilà notre captage. Regardez le terrain karstique. Mais le captage existait avant l'implantation de l'usine? Parbleu, il y a longtemps qu'il existe. Cette eau-là a été traitée dans la station que voilà, faite en 70-71. Il n'y a eu ici aucun problème à propos de la qualité de l'eau. La station remplissait très bien son office. Aucun problème pendant 3 ans et demi, jusqu'au moment où la Sika a été implantée à l'aplomb du captage du Moulignon. Évidemment, c'est depuis cette époque que les problèmes se sont multipliés. Il y a eu des odeurs de petit lait, signalées par une bonne partie de la population. Ah oui? Non, écoutez, on n'a pas idée d'avoir construit une usine, et qui plus est une usine traitant du petit lait, pour qui sait ce qu'est le petit lait, sur le bassin d'alimentation du captage du Moulignon. Voilà l'erreur. À l'époque, ils ont fait, au moment de la construction, une coloration à la fluorescéine, en plein milieu de l'usine. Et il a été prouvé que très peu de temps après, je crois une paire d'heures, la coloration verte ressortait au Moulignon. Et malgré ça, ils ont construit l'usine. Eh oui, Mais quand l'usine a été construite, est-ce que la population a réagi? mais bien sûr, pour défendre le pays, il y a eu formation d'un comité de défense. Et puis, toute une série de manifestations, défilés, barricades sur le chemin qui conduit à l'usine. Et puis, ma foi, finalement, l'affaire a suivi son cours. Donc, l'opinion de la population n'a servi à rien dans cette affaire. Eh bien non, finalement. J'ai donc démissionné, de même que mes 8 compagnons, à la suite de la signature par le préfet de la Haute-Saône du permis de construire autorisant l'extension sur le plateau du Moulignon, avec 2 fromageries, une beurrerie, une usine d'aliments du bétail, un garage pour camions, des bâtiments administratifs et un restaurant d'entreprise.
lequel permis de construire était passé au conseil municipal et avait été refusé par 9 voix, 4 pour et 1 abstention. Il y avait donc là une opposition sans équivoque. Malgré cela, l'administration a passé outre. Voilà une source qui, au cours de la sécheresse de 5 mois, je crois, de 76, vous vous souvenez, une source qui n'a jamais lâché. Nous n'avons jamais rationné un instant l'eau à Port-sur-Saône à l'époque. Certaines 24 heures, nous avons débité jusqu'à 1200 mètres cubes. C'est vous dire quand même l'importance de cette source-là. C'est vraiment dommage de l'abandonner, vous avouerez. Mais maintenant, on parle de la condamner. En tout cas, je vous répète que l'implantation à cet endroit-là, du fait de la nature du terrain, de la proximité du captage du Moulignon qui alimente le pays, cette implantation, pour moi, c'est un désastre. Et je dis, pour ceux qui en sont responsables, quelle honte